Kimberly Hudson, notre prochaine conférencière, est la directrice exécutive des affaires fédérales chez Diabète Canada. Elle est responsable du plaidoyer auprès du gouvernement fédéral et pour les initiatives nationales. Elle a beaucoup aidé pour faire ressortir le besoin d'une stratégie nationale pour le diabète au Canada et qui a conduit tout récemment un grand investissement financier par le gouvernement fédéral de façon nationale et qui a aidé à bâtir, à faire en sorte que le projet de loi C 24 soit adopté, que c'est une loi pour établir un cadre national sur le diabète. Nous sommes heureux d'avoir Kimberly avec nous aujourd'hui pour nous parler de la stratégie pour assurer que l'approche adoptée par Diabète Canada pourra nous donner des leçons quand on commence notre prochaine trajectoire pour aborder le Parkinson. Merci beaucoup, Cameron. Je suis tellement ravi d'être avec vous tous aujourd'hui et j'ai vraiment hâte d'avoir la période de questions-réponses. Alors, je vais essayer d'y aller assez rapidement sur certaines de mes diapos. J'aimerais commencer simplement par nous positionner. Toute campagne de plaidoyer doit commencer par définir quel est le problème. Et dans le cas du diabète, c'est vraiment un problème qui empire et qui devient se détériore de plus en plus. Moi-même, j'ai le diabète de type 1 quand j'ai été diagnostiqué il y a 25 ans. J'étais 1 sur 1 million de Canadiens qui vivaient avec cette maladie. Maintenant, je suis une personne sur 5 millions et demi. La courbe de croissance de diagnostic est exponentielle, de sorte que le diabète et le prédiabète affectent directement maintenant un Canadien sur 3. À chaque 24 heures, le coût de la maladie est très élevé. Plus de 20 Canadiens meurent du diabète et de ses complications. 40 ont des amputations des membres inférieurs et pourtant 621 personnes tombent dans le bassin du diabète, si vous voulez, au Canada en recevant un diagnostic de diabète. La COVID a rendu la situation encore plus alarmante. Les gens qui ont le diabète ne sont pas à plus grand risque d'attraper la COVID, mais on a un risque beaucoup plus grave d'avoir de graves maladies ou des hospitalisations ou de décès si on l'attrape. Et en fait, la COVID semble déclencher l'apparition de nouveaux cas de diabète dans plusieurs cas. C'est à voir avec la façon dont notre système immunitaire réagit avec la maladie qui créer des signaux mélangés qui résultent quelquefois en un diabète. Alors, le message principal, c'est que tant qu'on n'arrivera pas à réduire le fardeau du diabète et d'autres maladies chroniques, on va devoir faire face à ce fardeau ainsi que celui d'autres maladies chroniques. Je vous indique ça pour votre information, mais aussi pour vous dire qu'il s'agit là d'un fait qui nous aide à garder nos campagnes nationales de diabète très actualisées et très à la page et même pendant la pandémie. On a commencé notre trajectoire dans le domaine de la stratégie sur le diabète en septembre 2017 avec une table ronde, avec toutes sortes de séances, avec des personnes provenant d'autres groupes de soutien du monde académique, des cliniciens, de l'industrie. Ils se sont tous réunis pour se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas adopter le cadre qui a été adopté dans le cadre du VIH-Sida dans les années 80-90 pour le diabète, pour utiliser ce qui a été utile dans le cadre d'une maladie comme le HIV-Sida à une autre maladie non communicable ou non socialement communicable comme le diabète. Et la réponse a été oui, et on a donc réuni toute une série de groupes de travail, y compris 120 personnes provenant de tous ces secteurs qui ont travaillé jusqu'à la première moitié de 2019 pour façonner ce cadre qui est devenu ce cadre qu'on appelle Diabète 360. Je vais vous expliquer dans un instant la raison de ce nom. Ça a mené à une recommandation au gouvernement fédéral en juillet 2018. Ils ont financé le programme. Nous avons passé toute l'année 2018 et 2019 à nous concentrer sur le plaidoyer auprès du gouvernement fédéral ainsi qu'avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. C'était une partie importante de notre approche. Nous voulions aller du haut vers le bas ainsi que du bas vers le haut pour relier tous les points selon une ligne pointillée pour avoir une volonté politique commune. Et on a fait un pas de plus et nous avons réuni des représentants au niveau des ministres, des provinces, des territoires, avec certains des agences fédérales clés, des organisations de santé pan-canadiennes, avec des tables rondes. Une de ces tables rondes était en personne, l'autre virtuelle pendant la COVID. On s'est demandé comment pouvons-nous collaborer pour que ça devienne réel. Et on pense que la
combinaison de toutes ces choses a nous donné deux grands gains cette année. D'abord, l'engagement dans le budget fédéral à la mise en œuvre d'un cadre sur le diabète. Ça a été reçu au mois d'avril. Et deuxième point, c'est l'adoption du projet de loi C-27, qui est une loi pour établir un cadre national sur le diabète. C'est maintenant la loi au Canada qu'il faut toujours avoir un cadre sur le diabète. Et on est vraiment ravis de ça. Je ne nierai pas le fait que 2021 est le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline au Canada. Ça a probablement joué un rôle pour faire en sorte qu'on ait la volonté politique pour que ça se produise cette année. Qu'est-ce que c'est que le diabète 360 degrés? Très brièvement, c'est un cadre global comprenant 4 cibles. Et de façon très importante, on appelle ça diabète 360 degrés, mais en fait, ça va soutenir presque toutes les maladies chroniques pour réduire le fardeau de ces maladies. Ces 4 cibles, en commençant de 9 heures jusqu'à midi, entre 9 heures et midi, si vous voulez, sur cette route, on veut que 90% des Canadiens doivent vivre dans un environnement qui fait la promotion du mieux-être et non pas la promotion du diabète de type 2. Ça, c'est une bonne alimentation, sécurité alimentaire, sécurité du revenu, réduire la pollution environnementale, construire des communautés où on peut marcher. 90 personnes doivent être conscientes de leur statut diabétique. En tout cas, au Canada, il y a au moins 1,5 million de personnes qui ont le diabète sans le savoir. Cela veut dire qu'ils vont avoir des complications qui sont déjà en place lorsqu'ils sont diagnostiqués. Il faut les attraper plus tôt pour assurer une meilleure santé. Troisième but, c'est que 90% des gens soient engagés dans la prévention des complications. Ça comprend 3 catégories de soins. D'abord, les soins dans un système de soins classique. On veut que les gens aient accès aux bons soins au bon moment pour utiliser toute la technologie virtuelle pour aider les soins, pour les amener là où les gens vivent. Enfin, aussi la gestion des soutiens. Comme beaucoup de points bleus, ça a été montré par Sarah, ça a vraiment résonné, ça fait écho en moi. Parce que le diabète, tout comme le Parkinson, c'est une maladie qu'on doit gérer soi-même. Beaucoup d'autogestion. Ça demande beaucoup de connaissances de la part de la personne qui vit avec la maladie, beaucoup de soutien de son entourage. Il s'agit d'avoir accès aux médicaments, aux appareils, aux fournitures et la connaissance nécessaire dont on a besoin pour bien vivre avec le diabète. La troisième catégorie, ce sont des soutiens dans la communauté. J'adore l'initiative dont j'ai entendu parler plus tôt, qui est de relier des gens qui ont le Parkinson avec des ressources dans leur communauté qui peuvent les soutenir. Ça, c'est quelque chose qui nous manque dans le monde du diabète et on voudrait changer cela et ça fait partie des recommandations. Atteindre ces 3 points va nous amener au 4e point, qui est que 90% des Canadiens s'engagent dans ces interventions et ont des meilleurs résultats de santé. Tout cela est axé sur le patient. Je devrais dire que sur les 120 personnes qui ont collaboré pour élaborer ce cadre, 30 d'entre eux étaient des gens qui vivaient avec le diabète et qui étaient des gens qui faisaient du plaidoyer pour les patients ou pour les personnes qui soignent les diabétiques. On travaille très étroitement avec des partenaires ce qui nous a aidé à arriver à une solution qui peut être appuyée par toute la collectivité. Ça contient beaucoup de recommandations. Je vais passer vite là-dessus parce que j'ai déjà donné un peu un aperçu de ce que c'est. On a eu beaucoup de soutien très large de la part des intervenants, des parties prenantes qui militent pour cela. On a de l'appui au niveau fédéral, au niveau provincial, de la part de fournisseurs de soins de santé et on fait beaucoup de sondages et d'enquêtes pour mobiliser la base avec des campagnes et des pétitions pour manifester la voix des dizaines de milliers de Canadiens qui veulent cette stratégie. Nous recommandons qu'enfin de mettre en œuvre cette stratégie, un centre d'expertise temporaire soit établi pour aider à bâtir la fondation nécessaire en matière de données pour aider le travail que font les provinces et les territoires pour mettre en œuvre les recommandations de diabète 360 et pour faciliter le partage de meilleures pratiques, pour mettre à l'échelle de nouvelles approches qui fonctionnent et qui font des merveilles d'une province à l'autre, d'un territoire à l'autre. On pense que ce travail va prendre environ 7 ans, ça va coûter environ 150 millions de dollars. C'est ce que nous avons demandé au gouvernement fédéral. On n'a pas reçu tout ce montant, mais on espère que davantage de fonds viendront à partir de l'investissement initial que fait le gouvernement dans cette stratégie. Nous pensons que 150 millions de dollars pourraient faire 20 milliards d'économies dans notre économie pendant la même période, en réduisant le nombre de personnes qui vont développer le diabète de type 2. Et environ 11 milliards de ces économies vont aller au système de santé, alors que 9 milliards vont aller aux employeurs. Je crois qu'il est important de se souvenir que chaque fois qu'on fait un plaidoyer pour quelque chose, vous
faites un plaidoyer souvent auprès de politiciens et de décideurs qui sont influencés par les cycles politiques. Ça veut dire qu'il faut parler à ce qui peut être rendu manifeste très rapidement. Les politiciens sont chroniquement intéressés aux périodes d'élection et aux cycles électoraux. Donc, ce sont des périodes de 4 ans. Quoi il faut penser aussi, c'est qu'il faut leur dire toujours qu'est-ce qu'ils peuvent économiser s'ils investissent dans votre stratégie. Ça, c'est toujours important pour les décideurs gouvernementaux. On a été ravis lorsqu'on a eu un projet de loi privé, le projet de loi C-237 qui a été introduit, déposé en Chambre. On était encore plus ravis que malgré la pandémie et malgré un horaire très chargé au Parlement, cette loi a été expédiée, accélérée, a été étudiée avec soin à la Chambre des communes ainsi qu'au Sénat, mais ça a été adopté à l'unanimité en reconnaissance du gros fardeau que le diabète demeure au Canada et le besoin de faire les choses différemment pour mettre fin à la courbe de cette maladie. Et je pense qu'en assurant que la voix des communautés soit très forte et claire et bien entendue dans tout notre travail de plaidoyer, en nous assurant qu'on a parlé un langage qui résonne auprès des décideurs. On a voulu s'assurer qu'on était assez persistant, persévérant, toujours présent dans leur prise de décision dans leur esprit. On a été heureux de faire des progrès vers cette stratégie, même à une époque aussi difficile que celle que nous vivons. Alors, certains des conseils que je vous offrirai pour épouser votre propre approche de plaidoyer, ce sont ces conseils. Je pense aussi à quelque chose. Je ne peux pas suffisamment insister sur l'importance d'avoir des partenaires du groupe des patients. On a eu la chance d'avoir l'appui de cœur, des fondations du cœur, des poumons, des reins et du cancer qui ont tous dit on a besoin de ça, on sait que ça va bénéficier à notre communauté aussi. Donc, on vous appuie et j'espère, ça c'est quelque chose, j'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose que Diabète Canada pourrait faire pour vous appuyer dans votre activité. Donc, j'accueille les questions. Merci beaucoup.